Confluent, avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu. Bonjour Catherine. Cette semaine, Confluent rencontre Linda Sioui, membre de la Première Nation Huron-Wendat de Wendake, près de Québec. Avec détermination, notre invitée cherche constamment à mieux faire connaître l'histoire et la culture des Wendat. Détentrice d'une maîtrise en anthropologie de l'Université Laval, Linda Sioui a notamment travaillé dans le tourisme, l'éducation, la culture et le patrimoine, par exemple au Conseil de la Nation Huron-Wendat, au Musée canadien de l'histoire et au Musée du Quai Branly à Paris. Notre invitée est conférencière, consultante, chercheuse, professeure au Cégep de Rivière-du-Loup et traductrice depuis plus de 30 ans. Elle faisait d'ailleurs paraître récemment aux presses de l'Université Laval sa traduction du livre de Catherine Magee-Laberle intitulé « Les filles d'Atansik, histoire de vie de cette génération ». Dans cette entrevue, Linda Sioui nous explique qui sont les Wendat et les Wyandot et relate leur dispersion au 17e siècle. Notre invité évoque également les liens qu'ils retissent actuellement pour revitaliser leur culture et leur langue commune. Linda Sioui, bonjour. Bonjour, Kwekwe. Kwekwe. Vous êtes titulaire d'une maîtrise en anthropologie de l'Université Laval et vous êtes membre de la Nation Huron-Wendat. Oui, c'est bien ça. Vous êtes à Wendake. À Wendake, oui. On entend parler de Wendat, on entend parler de Wyandot. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce que signifient ces deux mots? Je vais vous reporter une période de notre histoire où la majorité de nos villages étaient situés à la baie Georgienne, en Ontario, dans la région de Barrie, Midland, Penetanguishene, Wasaga Beach. Et en 1649, il y a eu des maladies qui ont décimé notre nation, qui étaient évaluées des chiffres très conservateurs à environ 30 000 âmes, répartis en différents villages. Et puis à l'arrivée des Français, il y a eu l'arrivée de maladies auxquelles on n'avait pas d'immunité. Il y a eu aussi, Champlain était très attiré par la traite des fourrures. Les fourrures de castor rasées, qu'on disait, étaient populaires en France. Mais c'était aussi populaire en Grande-Bretagne. Et puis, les Haudenosaunee, qu'on appelait autrefois les Iroquois, eux, ils sont de la même famille, de la même culture que nous, du même groupe linguistique, mais eux, ils étaient situés, leur territoire original et l'État de New York. Puis c'était une confédération parce que les groupes iroquoiens fonctionnent en système confédératif. Et c'était le cas des Wendat aussi. Wendat, c'est notre nom dans notre langue qui veut dire les habitants de l'île ou de la péninsule. Il y avait des guerres économiques entre la Confédération des Haudenosaunee au sud, qui, eux, avaient épuisé leurs réserves de castors et puis qui, eux, étaient alliés des Britanniques et des Hollandais. Alors, après avoir épuisé leurs réserves de castors, ils remontaient un peu vers le nord pour embusquer les canaux Wendat. Et c'est comme ça que les guerres ont commencé. Et en 1649, après que les 2 tiers de notre population eut été décimés par la variole, les maladies, la rougeole, l'influenza, auxquelles on n'avait aucune immunité, il y a eu une attaque finale sur la Huronie. Plusieurs villages Wendat ont été attaqués en même temps, brûlés. La Huronie était à feu et à sang. Alors, il y a eu un groupe qui s'est réfugié avec les Jésuites sur l'île des Chrétiens, qui porte encore le même nom aujourd'hui, Christian Island. Ils ont passé le dernier hiver. Et puis le printemps d'après, ils sont arrivés à Québec. Tandis qu'il y a un autre groupe, il n'y avait plus de consensus au sein de la Confédération Wendat. On fonctionnait autrefois par consensus. Il y avait plusieurs chefs qui parlementaient jusqu'au consensus. Alors, il y avait un groupe de dissidents, de rébarbatifs à la venue des Jésuites, qui leur disait depuis au moins une dizaine d'années, si vous ne quittez pas la Huronie, il risque de vous arriver malheur. Alors, il y a un groupe qui était plus traditionnaliste, qui n'était pas nécessairement baptisé. Ce serait peut-être, c'est une hypothèse que j'émets, là, ce serait peut-être joint aux Haudenosaunee pour l'attaque finale sur la Huronie, parce que les pères Brébeuf et l'Allemand, c'est une coutume iroquoienne de torturer les prisonniers. Brébeuf et l'Allemand ont été torturés dans des villages Wendat, pas très très loin de Sainte-Marie, au pays des Hurons. Alors, c'est une hypothèse que j'émets, tout simplement. Après
notre venue à Québec. Le groupe qui est demeuré en Ontario, il y en a un très grand nombre qui ont été absorbés par la Confédération Haudenosaunee. Mm-hmm. Et il y a un autre groupe qui a continué, un petit groupe qui, lors de la destruction de la Huronie, s'en sont allés rejoindre leurs cousins, les Tionontati ou les Pétuns, qui étaient un petit peu plus à l'ouest, dans la région de Collingwood. C'était des cousins des Wendat, ils parlaient pratiquement la même langue. Et eux aussi, ils ont été attaqués. Alors, il y a eu des survivants Wendat qui sont allés les rejoindre. Et puis, ils ont migré. Il y a un petit groupe de survivants qui ont migré en 1701. On les retrouve dans la région de Détroit-Michilimackinac. En 1729 environ, les archives nous renseignent que les gens de Wendake, là, nous qui étions venus à Québec, qui étions établis à l'île d'Orléans, et puis Beauport, Sainte-Foy, l'ancienne Lorette, et puis en 1697, sur le site actuel de Wendake, là, selon les documents d'archives, en 1729, les gens de chez nous partaient puis allaient rendre visite à leurs frères du Détroit, à leurs frères et sœurs de Détroit. Mm-hmm. Il y avait des contacts sporadiques comme ça. Puis le nom du Huron de Détroit s'est transformé en Wendat, anglicisé en Wyandot. Mais les Wyandot sont à l'origine de la souche de survivants Wendat et de Tionontati ou de Pétuns, qui est un groupe très apparenté et voisin. Vous avez travaillé sur notamment la réunification des Wendat. Est-ce que c'est à cette réunification-là que vous pensiez de refaire une grande nation? Mon mémoire de maîtrise porte là-dessus. Mm-hmm. Moi, je les ai visités en 1984, ma première visite. J'étais très, très, très jeune. Je venais de cataloguer et répertorier les notes de terrain de Marius Barbeau, qui est le père de l'anthropologie au Canada, avec Édouard Sapir. Et puis, je me demandais qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. J'ai travaillé pendant 6 mois à répertorier ces notes de terrain. Lui-même, Marius Barbeau, s'était rendu en Oklahoma en 1911, après être venu chez nous pour parfaire ses connaissances, puis pour recueillir toutes sortes de données de terrain. Puis c'est là que je me suis dit, ce que Marius Barbeau a fait, je vais le faire moi aussi. Et puis j'ai établi contact avec les Wyandot d'Oklahoma, mais l'Internet n'était pas omniprésent comme ça l'est aujourd'hui. Alors, 1 an auparavant, j'ai retrouvé les coordonnées du conseil des Wyandot. Le chef était Leiford Bearskin. Et puis, j'ai écrit pendant 1 an, j'ai annoncé ma venue. J'ai dit, je veux juste aller voir. Je vais aller vous voir. Je veux voir si vous parlez encore la langue, qu'est-ce qui subsiste. Puis, on m'a accueilli et puis ça a été suivi de plusieurs autres visites. En 89, les notes de terrain ont été rendues disponibles par microfiche. J'ai pressé notre conseil, à l'époque on l'appelait le conseil de bande, mais le conseil de la nation Huronne. J'ai dit, il faut absolument que vous vous procuriez cette collection-là. Il va y avoir des recherches pour des années à venir. Et il y avait aussi des enregistrements que Marius Barbeau avait réalisés sur des cylindres de cire qui ont été reproduits sur des bandes magnétiques. Et puis ensuite, on pouvait se les procurer sur cassette, là, les anciennes technologies. Puis j'ai entendu, quand j'ai travaillé là-bas au musée, j'ai entendu la voix de mon arrière-grand-père chanter en Wendat. Puis ça m'a vraiment touchée. J'ai dit, il faut qu'on réapprenne nos chants traditionnels. Il faut qu'on aille voir ces gens-là en Oklahoma. Puis on a accueilli le chef Bearskin en 89. Ensuite de ça, il y a quelqu'un de la communauté, Michel A. Gros-Louis, qui s'est aussi intéressé à aller les rencontrer, mais il y avait des sépultures de Wendat au Royal Ontario Museum, de la fête des morts qui avait été documentée par le père Brébeuf dans les relations des Jésuites. Et puis, en 1947, il y a eu des fouilles archéologiques sur la fosse, à l'endroit où était la fosse commune là, de la fête des morts d'Ossosané. Et puis, il y a eu environ 300 sépultures de nos ancêtres qui ont été déterrées, qui ont été envoyées au Royal Ontario Museum. Puis l'archéologue a dit, quand vous aurez fini d'étudier, il faut les réenterrer là où ils viennent, mais ça n'avait jamais été fait. Michel A. Gros-Louis a pris sur lui de rendre visite à tous les endroits où il y avait des descendants Wendat, à partir de 1989 à 1999, qui a travaillé ce dossier-là en collaboration avec le Conseil. Et puis, en 1999, on s'est tous réunis à Wasaga Beach
Le gouvernement de l'Ontario nous a redonné ce morceau de terrain-là où était le cimetière ancestral. Les gardiens étaient le Conseil de la Nation Huron-Wendat, et puis on a réenterré nos ancêtres avec les Wyandot de l'Oklahoma. Il y avait des Wyandot de Détroit, il y en avait de l'Ohio qui était venu, il y en avait du Kansas qui était venu. Puis ça a été un moment tellement émotif, très, très émotif. On a eu l'impression de se retrouver tout le monde ensemble, malgré qu'il y avait eu des contacts avant, là, comme j'expliquais. Avec les technologies, on a continué à garder contact, on a formé des groupes sur l'Internet. Maintenant, avec Zoom, on se rencontre par Zoom une fois par mois. Ah oui, hein? On est un petit groupe qui se rencontre une fois par mois, puis oui, il y a toutes sortes d'occasions de vivre les technologies là, qui nous permettent ça. 1840 quelques, il y a eu une petite délégation du Kansas qui était venue à Wendake, puis tout le monde, c'est comme si on avait vu des extraterrestres dans le temps. C'était extraordinaire là, pour l'époque, mais aujourd'hui, là, les contacts sont beaucoup plus fréquents. Puis, Vous avez parlé de la langue Huron-Wendat, c'est aussi un de vos combats? Ça a été un de mes combats, ça l'est encore, parce qu'on vieillit, puis on veut laisser la place à des plus jeunes, puis des plus talentueux aussi, entre autres. Je pense à Megan Lucaniec, dont la grand-mère est Aquilina Picard, de chez nous, mais qui, elle, a grandi au Connecticut, qui a terminé son doctorat en linguistique. Elle a fait des études, elle a fait sa maîtrise ici en anthropologie puis en linguistique à l'Université Laval. Puis elle a été étudiée à l'Université de Santa Barbara, en Californie, avec Marianne Mithune. Et puis, elle a repris le flambeau très bien. Il y a eu en 2006 le projet Yawenda, en collaboration avec l'Université Laval, qui nous a permis d'aller chercher des subventions et puis vraiment donner un gros essor. Mais avant ça, il y a eu des initiatives de membres de la communauté, dont moi, en 1990, qui avaient commencé à sensibiliser les gens. J'ai dit oui, puis rapatrier nos archives sur la langue, et puis former un comité, puis dire oui, c'est possible, puis de voir comment est-ce qu'on pouvait regagner la pensée de nos ancêtres par la langue. Il y a beaucoup de cultures qui passent par la langue. Donc, ça a été un de mes combats. Aujourd'hui, je siège au comité linguistique avec Megan. Justement, on crée des mots nouveaux sur ses recommandations, puis on voit tout le chemin du linguiste pour regarder les langues apparentées, puis comment est-ce que les langues apparentées ont rendu ces mots-là aujourd'hui. Puis que nous, qu'est-ce qu'on va choisir? Si on les forme en Wendat, ben on a cette option-là, option-là. Alors, je continue de m'y intéresser, mais je suis contente de voir qu'il y a une relève là, solide. Donc vous travaillez à partir d'archives écrites, mais sonores aussi. Vous disiez que vous aviez entendu la voix de votre grand-père. Les archives sonores, les cylindres de Marius Barbeau, oui, ça sert à quelque chose parce qu'il y en a à la Maison Longue. Il y a des gens, moi j'ai réappris le chant de mon arrière-grand-père et puis les linguistes se penchent sur les syllabes. Mais la langue Wendat a été très bien attestée par les Jésuites. D'abord par leur écolègue Gabriel Sagard, mais ensuite les Jésuites documentaient la langue parce qu'ils l'apprenaient pour leur œuvre de conversion. Alors, ça a été très bien attesté côté des archives. La langue a été en dormance. En 1875 environ, la langue était en dormance. Ah oui. Fait que ça fait longtemps. En 1911, quand Charles Marius Barbeau est venu à Wendake, il enregistrait des gens qui connaissaient des chants. Mais c'est en Oklahoma qu'il a trouvé davantage de locuteurs puis de gens qui lui ont parlé, qui lui ont raconté des légendes, des contes dans la langue vernaculaire. Mais vous pensez qu'un jour des gens la reparleront? Je ne sais pas s'ils vont la reparler. Je sais qu'il y en a qui sont bien partis, en tout cas. Je sais qu'il y a des poètes, des artistes qui commencent à écrire dans la langue, dont Louis-Carl Picard-Sioui, là, qui écrit très bien. Moi, je vois ça de façon encourageante. Je sais qu'en Oklahoma aussi, les deux linguistes travaillent de pair. Je ne sais pas si ça va être reparlé un jour. Moi, je pense que donnons-lui une génération, puis on verra. Vraiment, c'est un gros travail à accomplir pour ça, puis on le fait. Là, on est en mesure de dire certaines prières dans notre langue, les prières traditionnelles, des chants, certaines choses comme la dédicace ici du livre qui est écrit en Wendat,
Ensuite de ça, en Wyandot, parce qu'il y a des petites variantes. La langue va évoluer un petit peu différemment, mais on n'a pas le même système d'écriture. En tout cas, c'est pas encore uniformisé. Et puis, de voir comment on peut regagner une bonne partie de notre culture en au moins la façon de voir le monde que nos ancêtres avaient, là. Vous parlez d'un livre, il s'agit des filles d'Atansik. Oui, c'est bien ça, oui. De Catherine McGee-Labelle, que vous avez traduit. Donc, oui. Le livre a été écrit en anglais, vous l'avez traduit en français. Oui. Les filles d'Atansik, le titre, ça fait référence un peu à un livre de Bruce Trigger qui avait fait... Les enfants d'Atansik, effectivement, qui a fait beaucoup de bruit à l'époque. Oui. Pouvez-vous nous dire qui est Atansik? C'est notre cosmogonie fondatrice, c'est notre mythe fondateur. Atansik, c'est la femme tombée du ciel. Puis les animaux marins ont construit une île sur le dos de la grande tortue pour accueillir Atansik, qui a donné naissance à une fille, qui a par la suite donné naissance à... Il y a des variations au conte, à cette mythologie-là. Il y en a qui disent qu'Atansik a donné naissance à une fille qui, elle, a donné ensuite naissance à des jumeaux. Et il y en a d'autres qui disent que les jumeaux sont les deux fils d'Atansik, qui représentent en fait la dualité, le bien et le mal. Tout ce que Iuskeof faisait de beau, Tawiskaron venait miner l'œuvre de création de son frère, raison pour laquelle on se retrouve avec une dualité dans le monde. Et puis, cette dualité-là est très présente dans la langue Wendat aussi. Ah oui? Oui. Ben, dans certaines instances, je ne suis pas linguiste pour vous le préciser, là, mais on voit qu'on a un mode qui s'appelle duel, là, le mode dualistique. Là. Donc Catherine McGee-Labelle, elle n'est pas elle-même autochtone, hein? Non. Elle est autochtone. Elle a écrit ce livre-là parce qu'elle a grandi à Toronto. Puis Toronto, il y a beaucoup de sites archéologiques, beaucoup de trouvailles archéologiques Wendat, en plein cœur de Toronto et des environs. Là. Ça faisait partie de notre territoire ancestral, fait qu'elle entendait parler des Wendat un peu partout. Elle a fréquenté l'université plus tard, puis elle a eu Georges Sioui comme professeur, qui était un historien. Georges, un très éminent historien qui est respecté. Et puis, il lui a remis certains documents sur la vie de sa mère, Éléonore, qui figure, entre autres, dans le livre. Et puis, elle dit, je sais pas, elle est allée au Kansas rencontrer la chef Janet English. Elle dit, je sais pas, elle dit, je sens que je dois écrire un livre, mais je sais pas sur quoi l'écrire. Elle dit, les Wendat sont précieux pour moi. Là. Elle dit, je sens que j'ai quelque chose à faire avec vous autres, mais je ne sais pas quoi. Et puis la chef English de l'époque, là, elle a dit, ben pourquoi tu ne demandes pas aux femmes? Il nous reportait nos traditions de matricentrisme. Alors, Georges Sioui lui avait donné mon nom pour former un petit conseil de femmes. Et puis, il y avait moi, il y avait... Janet English, la chef du Kansas, Sally Cotter Andrews, Beverly Petit, qui viennent toutes les deux de l'Oklahoma, Catherine Tamaro, qui est une descendante de Anderden, Détroit, Judith Manty, qui est du Kansas, qui est aujourd'hui, elle, chef, et Judith Pigeon-Kukowski, qui, elle, est de Anderden, Détroit, qui est décédée malheureusement aujourd'hui, puis ma sœur s'est jointe à nous peu après. En 2013, Catherine nous a fait venir à Saskatoon pour nous consulter. Dans les relations des Jésuites, on entend très peu parler du rôle des femmes. Et puis, d'après ce que je peux lire, les Jésuites étaient un peu choqués peut-être de voir l'importance que les femmes avaient dans la société Wendat, une société matricentrique où... le conseil des femmes, le conseil des mères de clan vont choisir les chefs, où les enfants vont descendre du clan de la mère, où les hommes vont venir vivre à l'intérieur de la maison longue de leur épouse, et puis de ses sœurs, et puis de sa mère. Les Jésuites étaient un petit peu outrés de ça. Provenant d'une société qui était fortement patriarcale, on voit très peu l'importance des femmes dans les relations des Jésuites. Pourtant, on a des femmes qui ont marqué l'histoire aussi. Avec la venue à Québec, et puis la loi sur les Indiens qui a complètement changé notre système matricentrique en un système patricentrique, ça a complètement détruit ce côté-là de nos cultures. On a dit, mais il faut faire connaître
la vie de ces femmes-là. Alors, on a soumis des noms de femmes remarquables. Donc, en fait, la mission du comité de 8 femmes Wendat était de proposer des noms de femmes remarquables. Oui. Et comment est-ce que les 7 qui sont restées dans le livre ont-elles été sélectionnées? On en a discuté, puis c'était difficile. On a essayé d'amener un peu d'équité pour tout le monde, là, d'avoir des femmes d'un peu partout, mais il y en avait d'autres qui auraient pu être mentionnées dans notre livre, beaucoup d'autres, de Wendake, entre autres, comme Marguerite Vincent Lawinonquier, d'autres femmes qui ont marqué, puis qui marquent encore aujourd'hui notre histoire. C'est pour ça que, dernièrement, je parlais à Catherine Magui-Labelle, j'ai dit, ça prend un tome 2, là. Ça prend un tome 2 pas un tome 3. Parce qu'elles représentent toutes les époques aussi, ces femmes-là. Oui, c'était ça qui était important de noter. Il y a Cécile Ganin-Daris, qui a fait partie de la dispersion, qui est partie de la Huronie, qui est arrivée à Québec. Et puis, sa biographie est très intéressante. C'est vraiment là qu'on voit l'impact qu'a eu les Jésuites et puis les regroupements religieux dans la transformation de nos traditions. Les Wendat, arrivés à Québec, voulaient s'assurer d'avoir l'appui des Français. Arrivé une petite poignée de 300 environ, là, le premier contingent. Alors, Cécile Ganin-Daris s'est servie de son influence. Elle devait être une mère de clan en Huronie. Elle s'est servie un peu de son influence pour aller voir les Sœurs de la Charité. Elle a gagné le respect, en fait, des gens de Québec, mais on voit les difficultés que les Wendat ont traversées, puis qui ont dû se plier, puis abandonner des aspects de leur culture. On comprend beaucoup mieux pourquoi on est comme on est aujourd'hui, malgré que notre identité prend de la force, nos traditions, on retourne beaucoup vers nos traditions. Mais on voit, c'est une période charnière de notre histoire qui est triste de voir comment on a dû, pour survivre, on a dû mettre de côté des éléments importants de notre culture. Le livre est structuré donc en 7 chapitres, un pour chacune des 7 femmes dont on dresse le portrait, dont on raconte l'histoire. Et puis il y a un concept qui parcourt tout le livre, qui est le travail maternel. Oui. Le travail maternel, c'est leur implication communautaire. Parce que la vie part des femmes. Comment est-ce que les femmes ont déployé des efforts pour maintenir le tissu social ensemble, même à des époques historiques qui étaient un petit peu plus difficiles ou remplies de défis, pour tenir ensemble ce tissu social-là? Je pense que ça peut être une façon de décrire le travail maternel. Donc une implication qui va au-delà de leurs propres enfants. Définitivement, oui. Travail maternel, ça s'applique à la communauté. On peut ne pas avoir d'enfants, puis on peut faire un travail maternel. Ça veut dire comment est-ce que notre communauté nous tient à cœur, en fait. Comment on la nourrit, finalement. Oui. Est-ce que parmi les 7 femmes dont on trace le portrait dans ce livre qui s'appelle « Les filles d'Atansik », est-ce qu'il y en a une qui vous parle particulièrement? Elles me parlent toutes. Il y a Dr Éléonore Sioui, que j'ai connue, qui a toujours poussé pour l'éducation des Autochtones. Elle a pas juste poussé au sein de la communauté, mais son travail maternel a été au-delà, même à l'international. Et puis sa biographie le décrit bien. Il y a Cécile Ganin-Daris qui s'est servie de son influence pour essayer de maintenir ensemble le tissu social de sa communauté. Il y a Eliza Burton Conley, que j'admire beaucoup aussi, parce qu'elle et ses 2 sœurs, ils étaient 3 orphelines. Elles étaient du groupe des Wyandot du Kansas, et puis leurs parents ont été enterrés dans le cimetière Huron du Kansas, ainsi que leur petite sœur. La ville de Kansas City voulait exhumer les sépultures pour prendre possession du cimetière Huron, pour développer, etc. Et puis les sœurs Conley ont dit, il n'est pas question. Nos parents sont enterrés là, notre sœur. Alors, au beau milieu de la nuit, ils ont emmené des matériaux, ils ont construit ce qui a été connu plus tard sous le nom de Fort Conley. Les 3 sœurs. Les 3 sœurs, et puis ils avaient une petite pancarte à l'entrée du cimetière, « Gare aux intrus ». Et puis, il y a une des sœurs qui montait la garde avec une carabine en plein milieu du cimetière. Et puis, Eliza, elle est devenue avocate. C'était la première femme autochtone avocate aux États-Unis à aller plaider en Cour suprême, en plus, pour justement leur territoire. Ils se faisaient enlever leur territoire. Puis le dernier
Jalon, c'était le cimetière du Kansas, qui n'est pas si grand que ça, en fait, mais qui est situé en plein cœur de Kansas City. De là, l'importance des ancêtres, comme nous en 99, qui sont allés réenterrer nos ancêtres en Huronie. Mm-hmm. Alors, elle s'est rendue en Cour suprême, elle n'a pas gagné sa cause, mais par contre, elle a suscité assez d'opinion populaire que le cimetière a été préservé. Je suis allée me recueillir sur sa tombe, sur celle de sa sœur, oui. Elle est remarquable à mes yeux parce que c'était à une époque où les femmes n'entreprenaient pas de carrière d'avocate, encore moins une femme autochtone. Alors elle, qui a vécu de 1869 à 1946, c'était remarquable pour cette époque-là. C'est toutes des femmes remarquables, en fait. Avec des parcours très divers. Et puis, elles sont de 7 époques différentes, puis de régions géographiques, c'est considérable. Tout à fait. C'est presque toute l'Amérique du Nord. Tout à fait. Puis c'est pour ça, je pense qu'on gagne à être connu en tant que grande nation, et pas juste notre petit Wendake, mais d'avoir une vision plus large, parce que je pense qu'on fait une belle grande nation ensemble. Oui, puis c'est vrai que de replacer les Wendat de Wendake dans cette grande famille, puis dans cet immense territoire, ça donne un autre regard, un autre point de vue. Oui, tout à fait, oui. Et vous travaillez beaucoup à la revitalisation de votre culture aussi, la langue et le reste de la culture. Oui, j'en ai fait un peu, je me suis impliquée comme j'ai pu, au fil du temps. Si on peut considérer ça de travail maternel, parce que j'aime beaucoup ma communauté, ma nation. Je devrais dire. Oui. Linda Sioui, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci à l'anthropologue Wendat Linda Sioui, également traductrice du livre de Catherine Magui-Labelle intitulé « Les filles d'Atansik, histoire de vie de 7 générations », de nous avoir mieux fait connaître l'histoire et la culture de sa nation. L'émission Confluent est portée par l'organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples Mission Chez Nous. Pour en savoir plus, consultez notre site web www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. D'ici là, nous continuons de tendre l'oreille à la programmation de Radio VM et Radio Galilée. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.